Pour les allogreffes, la première indication, ça reste les leucémies aiguës. Donc, comme moi je suis dans un service d'adultes, donc les leucémies aiguës chez l'adulte, c'est à 90% des leucémies aiguës myéloblastiques et 10% de leucémies aiguës lymphoblastiques. Mais les leucémies aiguës lymphoblastiques, elles surviennent souvent chez des gens plus âgés et l'allogreffe n'est pas toujours le traitement qui marche le mieux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. On va dire 80% des indications, c'est des leucémies aiguës myéloblastiques. Et les autres indications, les 15-20% qui restent, c'est beaucoup plus marginal. Ça peut être des lymphomes, pathologie lymphomateuse, alors essentiellement des lymphomes très agressifs, donc des lymphomes T. On n'a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques encore aujourd'hui. C'est une maladie où il n'y a pas eu beaucoup de progrès avec les nouveaux médicaments ou ce type de choses. Quelques maladies de Hodgkin aussi, quelques aplasies médulaires, voilà. Mais le gros bataillon des patients qu'on greffe, c'est vraiment les leucémies aiguës. Donc sur les grandes étapes, donc le but c'est de remplacer la moelle malade par une moelle neuve. Le principe c'est tout simple. Donc c'est pas réellement une intervention, puisque pour le patient, on réinjecte les cellules directes dans le sang comme on fait une transfusion de plaquettes. Donc c'est pas un geste agressif et qui ne nécessite pas de bloc opératoire pour le malade. Par contre, il faut que le greffon puisse être accepté. La première étape, c'est de déterminer est-ce qu'il y a un donneur compatible. Donc quand on parle de compatibilité, c'est pas de compatibilité au niveau des groupes sanguins, même si c'est quelque chose qu'on regarde aussi en greffe de cellules souches hématopoïétiques, mais c'est pas l'élément le plus important. Il faut avoir une compatibilité sur le plan du groupage HLA. Donc ça, il y a plusieurs solutions. Soit on peut trouver quelqu'un dans la famille, donc un frère ou une sœur qui peut être à 100% compatible, puisqu'on reçoit chacun la moitié du patrimoine génétique du papa, la moitié de la maman. Donc par définition, on a 25% de chance quand il y a une fratrie, d'avoir quelqu'un de 100% compatible. Donc en fait, si on dit qu'il y a 4 enfants, il y en a un qui va être compatible parmi les frères et sœurs, un qui va être totalement incompatible, et puis 2 qui vont être à moitié compatibles. Il y a 10 ans en arrière, on ne savait faire des greffes à partir d'un donneur de la famille que s'il était 100% compatible. Ça, c'est quelque chose qui a changé maintenant. On est capable maintenant de faire des greffes avec d'aussi bons résultats, même avec un frère ou une sœur qui n'est qu'à moitié compatible. Donc ça, c'est quelque chose qui a un peu révolutionné, notamment sur votre thématique du don, puisqu'au lieu d'avoir une chance sur 4 de trouver un donneur parmi les frères et sœurs, il y avait 3 chances sur 4. Et on pouvait aussi questionner du coup les parents ou les enfants du malade, qui par définition, les parents, ils ont transmis la moitié du patrimoine génétique, donc ils sont forcément à moitié compatibles. Et les enfants, ils ont reçu une moitié du patrimoine génétique, donc ils sont aussi à moitié compatibles. Ce qui fait qu'actuellement, les chances de trouver un donneur dans une famille sont quand même assez importantes. On cherche aussi à faire des greffes donc à partir des donneurs de fichiers, puisqu'il y a des fichiers qui contiennent maintenant, je crois qu'au dernier recensement, c'était entre 30 et 40 millions de donneurs qui sont inscrits sur les fichiers dans le monde. Donc avec une chance de trouver un donneur pour quelqu'un qui fait pas partie de la famille qui est entre 1 sur 100 000 à 1 sur 1 million. Mais avec 30 à 40 millions de donneurs, les chances de trouver un donneur, elles sont pas négligeables. On a trouvé un donneur, donc il faut que la maladie hématologique soit en rémission. Parce que si on veut si on greffe une maladie qui n'est pas contrôlée du tout, le risque d'échec il est quasiment de 100%. Pas que la greffe ne va pas prendre, c'est que la maladie va revenir quasiment immédiatement dans les 3 mois qui vont suivre la greffe. Et donc
utilise quand même un donneur, qui fait une longue hospitalisation, des gros traitements pour le patient, donc c'est pas raisonnable de faire dans ces conditions. Donc ça, c'est le deuxième élément qu'il faut avant la greffe. Il faut un donneur et il faut une maladie hématologique, alors pas forcément en rémission complète, mais au moins stabilisée. Après, pour que la greffe prenne, il faut réaliser un traitement chez le malade pour, on va dire, mettre à zéro son système immunitaire pour qu'il ne soit pas capable de rejeter le greffon. Parce que même si on prend un greffon qui est le mieux compatible possible, si on fait la greffe sans préparation, le système immunitaire du malade va rejeter le greffon et le greffon ne va jamais s'installer. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on fait toujours un schéma de chimiothérapie ou alors une association de chimiothérapie et de rayons quelques jours avant la greffe, donc généralement dans la semaine qui précède la greffe, pour détruire complètement le système immunitaire du malade et permettre à la greffe de prendre. On laisse 24-48 heures pour que les produits de chimiothérapie s'éliminent complètement de l'organisme et on réinjecte le greffon, comme je vous ai dit tout à l'heure, par voie intraveineuse, comme une perfusion de poche de plaquettes. Ça dure une demi-heure. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que le greffon prenne. Ce qui prend suivant le type de greffe, on va dire ou plutôt entre 10 jours et 3-4 semaines après l'injection du greffon. Donc les cellules qu'on a remises dans le sang, elles vont recirculer dans l'organisme, elles vont passer notamment dans la moelle osseuse par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Et au fur et à mesure que les cellules circulent au niveau de la moelle osseuse, il y a des petits récepteurs sur les cellules et dans la moelle osseuse, ce qui fait que les cellules souches qu'on a transfusées donc, vont reconnaître le site de la moelle osseuse et vont s'arrêter dans la moelle osseuse et s'y réinstaller et se mettre à proliférer pour refabriquer tout un système hématopoïétique, donc toutes les cellules qui fabriquent les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et aussi tout le système immunitaire. Après, donc, pour que cette greffe soit bien acceptée, en plus du traitement de préparation à la greffe qu'on a mis pour réduire l'activité du système immunitaire, on met après la greffe un traitement immunosuppresseur, avec des traitements comme de la cyclosporine, qui est le traitement le plus fréquemment utilisé. Donc pour limiter d'une part ce qui resterait encore de cellules immunologiques du malade pour qu'elles ne puissent pas s'attaquer au greffon, mais aussi pour quelque chose qui est très particulier pour la greffe de moelle osseuse, c'est comme vous avez compris, on redonne tout le système hématopoïétique qui fabrique tous les globules, mais on remet aussi tout un système immunitaire. Ce système immunitaire, il est aussi capable de réagir et capable de reconnaître qu'il n'est pas chez lui, en quelque sorte, parce qu'il a été transfusé chez le malade. Et à ce moment-là, c'est très important, donc on donne un traitement immunosuppresseur pour éviter que le greffon, justement, s'emballe et réagisse trop fort contre l'organisme. C'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'autre, la GVH. Avec les chimiothérapies, comme je vous ai dit aujourd'hui, et les traitements immunosuppresseurs, dans plus de 90% des cas, la greffe, elle va prendre. Ça, c'est vraiment plus un problème. Par contre, la réaction de GVH, le fait que le greffon s'emballe et réagisse un peu contre l'organisme, ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, qui survient dans la moitié à 3/4 des cas, mais qu'on contrôle très bien en adaptant le traitement immunosuppresseur après la greffe. Et à terme, quand on fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire entre 6 et 18 mois après la greffe, on peut même arrêter le traitement immunosuppresseur, puisque le greffon s'est habitué au nouvel organisme dans lequel il est, et donc à distance des traitements, les patients peuvent vivre avec une moelle nouvelle et sans recevoir de traitement immunosuppresseur. En gros, faut être suffisamment jeune, donc on peut donner jusqu'à 60 ans. Je crois que les barres ont été revus à la baisse récemment. Il faut avoir moins de 50 ans pour s'inscrire sur le registre des donneurs. Et puis, en gros, il ne faut pas avoir de maladie. Il ne faut jamais avoir été transfusé, en principe, des questions immunologiques. Et l'idéal, le donneur idéal, c'est un homme jeune. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de femmes inscrites sur les registres actuellement. Il y a un peu plus de difficultés avec les femmes parce que du fait des grossesses, elles ont tendance à avoir un système immunitaire
immunitaire qui a été un petit peu plus stimulée et avoir parfois des anticorps dans le système HLA, justement, qui peuvent perturber un petit peu les prises de greffon. C'est vrai que toutes les actions de communication maintenant, on essaye que ce soit dirigé plutôt vers la population jeune. Donc jeune, c'est, on va dire, c'est moins de 40 ans, hein, pour faire simple. Et si on a même des moins de 30 ans ou des sujets de 20 ans, ce serait l'idéal, et de préférence des hommes. Après, des femmes jeunes qui n'ont pas eu de grossesse, ça ira très bien aussi. C'est le type de maladie dont elles souffrent, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est le fait d'être en rémission ou en réponse de cette maladie, hein, c'est des éléments importants. Et d'autre part, après, il faut ne pas avoir de grosses défaillances sur les organes critiques, hein, donc qui sont le foie, le cœur, le poumon, pour faire ça. D'accord. Donc, il ne faut pas avoir d'insuffisance cardiaque, il ne faut pas avoir de maladie hépatique. Et le rein aussi. Le rein, parce que les traitements immunosuppresseurs qu'on utilise, dont la cyclosporine, sont des produits qui sont éliminés par le rein, qui sont un peu toxiques pour le rein. Donc si le rein est déjà fragile, on peut faire des greffes à des gens qui ont une fragilité rénale, mais c'est très très compliqué. Et souvent, on a beaucoup d'ennuis après la greffe, donc ça complique beaucoup les choses. Mais après, c'est une question de balance bénéfice-risque. Quand la greffe est la seule chance de pouvoir obtenir une guérison, c'est vrai qu'on va avoir tendance à être peut-être un petit peu moins regardant sur le cœur, etc. Mais après, il ne faut pas non plus que le patient meure à cause de la procédure de greffe, qui est un traitement lourd, parce que s'il meurt guéri, c'est pas vraiment un succès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, plus de 90% des dons de cellules se font en dons de cellules souches périphériques. C'est-à-dire ne se font plus avec un prélèvement de moelle osseuse au bloc opératoire, hein, ce qui était la technique qui se faisait il y a 25 ou 30 ans. C'était ce qu'on faisait dans la grande majorité des cas. Et maintenant, on prélève par cytaphérèse. C'est la façon dont on prélève les plaquettes, par exemple, chez un donneur. On peut prélever en prélevant du sang sur une veine au niveau du bras. On passe le sang dans une centrifugeuse qui sépare les différentes cellules du sang. Donc, d'un côté le plasma, d'un côté les plaquettes, d'un côté les globules blancs, d'un côté les globules rouges. Et on peut prélever comme ça la partie qui nous intéresse. Et pour faire ça, si on vous fait ça à vous ou à moi, là, sans préparation particulière, des cellules souches dans le sang, on n'en a pas. Elles sont dans la moelle osseuse. D'accord. Donc, si on veut pouvoir faire le prélèvement au niveau sanguin, il faut déjà stimuler la moelle osseuse pour faire produire des cellules souches et que ces cellules souches passent dans le sang. Pour ça, on donne aux donneurs, hein, donc un facteur de croissance hématopoïétique, donc, qui s'appelle du GCSF, donc qui est un facteur qui stimule la production de globules blancs au niveau de la moelle osseuse et qui fait que ces globules blancs vont circuler en grande quantité dans le sang, et on profite vers le 4e, 5e jour, quand il y a une quantité importante de cellules souches qui circulent dans le sang, de prélever le donneur en le branchant sur la machine, la centrifugeuse, c'est un prélèvement qui dure entre 3 et 4 heures. Donc on centrifuge le sang, on rend tout ce qui ne sert pas, donc le plasma, les globules blancs dont on ne sert pas, les plaquettes, les globules rouges, et on conserve la petite fraction de globules blancs dans laquelle on sait que se trouvent les cellules souches. Donc maintenant, pour donner ces cellules, c'est plus du tout une intervention sous anesthésie générale ou bloc opératoire, c'est dans 90% des cas un don de cellules par cytaphérèse. Mais ce qui veut dire qu'auparavant, pendant 5 jours, il faut que le donneur ait reçu un facteur de croissance, donc il y ait une injection spontanée. Alors, il y a des petits risques, il y a des cas exceptionnels de décès qui ont été rapportés pour des gens qui donnent, mais très souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait, il y a quelque chose qui a été loupé dans la sélection du donneur. C'est que son examen médical avant n'a pas bien été fait. Et si on respecte bien toutes les contre-indications, donc les donneurs sont vus sur un plan médical, on fait un électrocardiogramme, on fait un bilan sanguin, on vérifie qu'il n'y ait pas d'inflammation, on vérifie que la coagulation est correcte, on vérifie un certain nombre de choses, on vérifie qu'il n'y a pas d'antécédents cardiaques, etc.
Et une fois que le donneur est validé, on peut faire vraiment sans complication le prélèvement. Et donc les situations où il y a eu des problèmes, c'est généralement, enfin où il y a eu des décès, c'est généralement qu'on n'avait pas bien respecté les éventuelles contre-indications. Après, les effets indésirables de la procédure, c'est un peu de fatigue, c'est éventuellement des douleurs osseuses, parce qu'au moment où on fait proliférer la moelle du donneur qui n'est pas malade, donc sa moelle va proliférer de façon importante, ça peut provoquer des douleurs au niveau des os, des fois un petit peu de fièvre, un peu de maux de tête. De façon beaucoup moins fréquente, ça peut faire gonfler la rate. C'est des choses voilà, qu'il faut surveiller, mais qui rentrent très vite dans l'ordre une fois que le prélèvement de cellules a été fait et qu'on a arrêté les injections de facteurs croissance. Dans 99,9% des cas, ça se passe très bien, sans grosses complications, si ce n'est, on va dire, un peu de fatigue et puis quelques douleurs, mais qui sont tout à fait supportables et contrôlées avec du paracétamol. Donc pour faire simple, il y a deux grandes formes. Il y a la GVH aiguë, hein, donc celle qui survient, on va dire, tout de suite après la greffe ou dans les semaines qui suivent. En gros, au moment où le greffon se met à travailler, donc entre 2 et 3 semaines après, donc souvent quand le patient est encore à l'hôpital. Et la GVH, la réaction du greffon contre l'autre, les organes qui souffrent, c'est la peau, le tube digestif, le foie. L'importance de la réaction peut être parfois c'est juste des petits boutons, ça gratte un petit peu, c'est pas forcément grand chose, hein, mais ça peut être une réaction parfois beaucoup plus importante, des très très grosses rougeurs, même la peau qui se décolle un peu comme si on était brûlé, ça peut des fois être des réactions importantes. C'est pareil, la diarrhée, ça peut être un petit peu de diarrhée, ou des fois c'est plusieurs litres de diarrhée par jour, donc on a tous les grades possibles. Donc, et généralement, cette GVH, quand elle survient, ça répond très très bien à un traitement à base de cortisone. Et après, peut survenir de la GVH chronique, hein, donc qui survient de façon beaucoup plus tardive, c'est souvent entre 3 et 6 mois après la greffe. Donc, et c'est les mêmes organes qui sont atteints, la peau, le foie, le tube digestif, mais de façon souvent moins brutale et moins agressive, mais va durer beaucoup plus longtemps. Et là aussi, ça peut nécessiter une adaptation du traitement immunosuppresseur. Pour faire simple, en gros, une GVH aiguë, c'est souvent assez bruyant, assez parlant, et ça répond très bien au traitement, ça passe et ça ne revient pas. D'accord ? La GVH chronique, ça s'installe un peu plus tardivement, de façon plus insidieuse, et ça répond des fois un peu moins bien au traitement. Et ça peut embêter les gens parfois pendant plusieurs années. Ce qui nous embête beaucoup, c'est pas tellement les infections à microbes classiques. Alors celles-là, elles peuvent survenir surtout pendant la phase initiale, juste après la greffe, quand les patients sont hospitalisés, entre le moment où on a détruit leur moelle osseuse et où la nouvelle moelle va retravailler. On a 15 jours à 3 semaines où le patient a zéro défense immunitaire, zéro globule blanc, hein, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Donc les globules rouges et les plaquettes, bah, on les transfuse, hein, ça il n'y a pas de souci. Les globules blancs, par contre, il faut attendre tout seul qu'ils retravaillent. Pendant cette période-là, il y a des risques d'infection à des microbes tout bêtes, hein, des staphylocoques, des entérocoques, des microbes classiques, donc pour lesquels il faut mettre des antibiotiques sur ça quand ça survient, mais ça, c'est pas ce qui nous embête le plus. Ce qui est le plus embêtant, c'est certaines infections à virus et certaines infections à champignons. Et ça, parce qu'il y a des risques, donc bien sûr à la phase au tout début, mais il y a aussi des risques tant que le système immunitaire du greffé n'a pas complètement récupéré. Et donc pendant jusqu'à 6 mois à 1 an, surtout les 6 premiers mois, il y a d'assez gros risques d'infection à champignons. Le champignon qu'on craint beaucoup, c'est l'aspergillus et le mucor, hein, qui sont deux champignons qu'on trouve un petit peu partout, hein, qui se trouvent dans les poussières, qui se trouvent dans les aliments. Par exemple, les petits sachets de tisane, les petits sachets de thé, là, c'est bourré de spores d'aspergillus, de spores de champignons, hein, tout ce qui est épices en poudre, etc. Hein, donc ça, il faut vraiment éviter. Et donc, c'est des champignons qu'on attrape en
respirant, en fait, en mangeant, qui passe dans l'arbre respiratoire, et comme quand il n'y a plus de défense au niveau de l'organisme, donc ça peut donner des infections pulmonaires assez sévères. Et on a des infections à virus, donc le virus de la varicelle et du zona, hein, donc les virus herpès, le cytomégalovirus, donc sont des virus qui ont tendance à beaucoup se réactiver après la greffe, et le virus Epstein-Barr, aussi le virus de la mononucléose infectieuse, qui peut aussi se réactiver. C'est vraiment c'est tout ce qu'on appelle des infections opportunistes, c'est-à-dire c'est des infections qu'un sujet qui est en bonne santé, qui a un système immunitaire normal, ne va pas faire. C'est des infections qui n'existent que chez les gens qui sont immunodéprimés. D'accord. On peut avoir aussi comme infection, qu'on peut voir qui est un peu inhabituelle, c'est la toxoplasmose aussi. En fait, c'est souvent des microbes qui le toxoplasme, comme les infections virales, c'est très souvent des virus qu'on a contactés dans l'enfance, donc qui restent dans l'organisme à l'état endormi, et qui profitent justement d'un moment où il y a une faiblesse des défenses immunitaires pour se réveiller. Parfois, il y a certaines infections virales qu'on peut attraper dans l'environnement, mais dans la grande majorité des cas, c'est plus des virus dont le malade était porteur et qui se réveillent à l'occasion de la greffe, parce que la greffe a beaucoup affaibli les défenses. Donc, ça, c'est assez bien standardisé maintenant. Donc, on va dire pendant les 3 premiers mois, donc au 100e jour, donc alors il y a 2 phases, on va dire, il y a les 30 à 35 premiers jours qui sont en hospitalisation complète, généralement, le temps que les globules se remettent à travailler. Donc une fois que le patient a reconstitué ses globules blancs, ses globules rouges, ses plaquettes, et surtout ses globules blancs, il peut sortir d'hospitalisation. Donc c'est généralement, comme je vous ai dit, entre 4 et 5 semaines après la greffe. Donc ça nous mène vers le 35e jour. À partir de là, on suit les patients en hôpital de jour une fois par semaine. C'est-à-dire qu'ils sont en hôpital de jour, on fait un bilan sanguin, on recherche les traces d'infection, comme je vous disais, sur les différents champignons, les différents virus qu'on surveille. On fait des transfusions s'il y a besoin, parce que parfois la moelle travaille, elle produit des globules blancs, donc il y a suffisamment de défense pour que le patient ait plus besoin de rester à l'hôpital. Mais parfois la production de plaquettes ou la production de globules rouges, elle est encore un petit peu poussive, et il faut parfois encore faire quelques transfusions. On ajuste les traitements, le traitement immunosuppresseur, on vérifie qu'il n'y ait pas d'infection, on vérifie la fonction rénale, on dose les médicaments immunosuppresseurs pour savoir s'il y en a suffisamment ou s'il faut ajuster la dose. Donc jusqu'à 3 mois, on fait un suivi systématique en hôpital de jour toutes les semaines. Et au-delà de 3 mois, après, ça dépend un petit peu comment va le patient. Quand le patient va vraiment bien, on peut passer sur un suivi simplement en consultation qui s'espace donc 2 fois par mois, puis après 1 fois par mois, en gros pendant toute la première année. Après, au-delà d'1 an, si les choses vont bien, c'est la période à laquelle on commence entre 1 an et 1 an et demi à pouvoir arrêter complètement le traitement immunosuppresseur. On est sorti de la grosse période où il y a des risques d'infection virale, d'infection à champignons, etc. Les gens sont vus en consultation 1 fois par mois, puis après ça s'espace s'ils vont bien tous les 3 mois, et puis après on les voit systématiquement 1 fois par an, jusqu'à 15 ans, 20 ans, 25 ans après la greffe. Entre 2 et 3 mois généralement. Alors ça dépend, hein, par exemple, l'élément le plus important c'est la maladie, hein, qui décide s'il faut qu'on fasse une greffe. Un adulte à l'heure actuelle qui a une leucémie aiguë myéloblastique, sauf des formes très particulières de leucémie, on sait qu'il va avoir besoin de greffer. Donc on commence à préparer la greffe en même temps qu'on commence à le traiter de sa leucémie. D'accord. Le temps de chercher les donneurs, etc. Ça prend. Alors s'il y a un donneur dans la famille, on peut être prêt très très vite. Après, s'il faut inscrire le donneur sur les fichiers, etc., il faut généralement 5, 6, 8 semaines pour qu'on arrive à identifier un donneur. Après, le temps que le donneur donne son accord, qu'on puisse organiser le prélèvement, aller chercher le greffon, on est vite à 3 mois. Et donc 3 mois, c'est souvent le temps qu'il nous faut pour mettre le patient en rémission de sa leucémie. Donc
c'est pour ça que dès qu'on a un patient qui a une leucémie, on sait qu'il doit être greffé, on démarre en même temps le traitement de la leucémie et en même temps la recherche des donneurs. Ce qui permet dans le délai de 3 mois d'être prêt, que ce soit avec un donneur de la famille. Alors si c'est un donneur de la famille, ça va beaucoup plus vite. Si c'est un donneur de fichiers, il faut un petit peu plus de temps puisque les donneurs de fichiers ils sont anonymes, donc c'est pas nous qui les contactons directement. Ça passe par toutes les organisations internationales des fichiers qui sont connectés entre elles et donc même avec Internet et les moyens de communication actuels, ça prend quand même un petit peu de temps. Si on veut faire simple, si on prend toute greffe confondue, il faut dire que la greffe, les gens seront en vie et guéris de leur maladie une fois sur deux. Mais vraiment guéris, sans traitement, sans séquelles, etc. Ça, c'est si on se met sur une survie à 5 ans ou à 10 ans, donc vraiment des survies. Après, suivant le type de maladie qui est greffée, on peut avoir des résultats qui soient un peu meilleurs ou un peu moins bons, suivant le type de maladie. Mais grosso modo, c'est vrai. Alors, il y a 15-20 ans en arrière, on était plutôt de l'ordre de 40%. Maintenant, on est peut-être plutôt de l'ordre de 60% de survie, parce qu'au fil du temps, avec les progrès de la médecine, les choses s'améliorent. Mais je pense que si on garde l'idée à peu près que ça va vraiment guérir une personne sur deux, je crois que ça reste une bonne image. Donc c'est pas du succès à 100%. L'échec de la greffe, comme je vous l'ai dit, c'est pas que la greffe ne prenne pas, ça arrive quasiment jamais. C'est soit que le patient meurt à cause de la procédure de greffe qui est lourde, donc c'est quand même 10 à 15% des cas. Et après, ce qui fait l'autre part importante des échecs, c'est les rechutes de la maladie après la greffe. C'est pas directement la toxicité de la greffe a marché, ça a pris, le patient reconstitue son système, simplement la leucémie ou le lymphome peuvent revenir après la greffe. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de faire la greffe sur une maladie qui est le mieux contrôlée possible, sinon, moins la maladie est contrôlée, plus le risque que la maladie revienne après la greffe est important. Déjà une deuxième fois, c'est un peu compliqué, ça ne peut se faire que chez des gens qui sont très très en forme. Je ne vais pas vous dire qu'on n'a jamais fait de troisième greffe, mais on les compte sur le doigt de la main et c'est des situations très très inhabituelles. C'est important pour qu'on continue à avoir des donneurs le plus compatibles possible. Alors c'est quelque chose qui est devenu un petit peu moins important depuis qu'on est capable de faire des greffes avec ce qu'on appelle les greffes haplo-identiques, donc avec les donneurs de la famille qui ne sont qu'à moitié compatibles. Parce que ça a donné quand même beaucoup de possibilités de greffe à des gens qui n'en avaient pas avant. Et après, comme je vous disais, il y a suffisamment de monde maintenant sur les fichiers qui sont tous interconnectés entre eux, entre le fichier allemand, le fichier américain, qui sont vraiment les deux gros fichiers. Ce qui est plus important, à mon avis, c'est d'orienter les fichiers de donneurs de moelle vers des populations qui sont actuellement peu représentées. Et c'est ça qui va vraiment rendre service. Donc les populations asiatiques, les populations d'origine maghrébine, les populations noires d'Afrique ou les populations noires d'Amérique du Nord. Donc c'est là-dedans qu'il y a vraiment des trous. Et on sait par exemple qu'un patient nord-africain, d'origine nord-africaine, qu'on a en France, il y a quasiment zéro chance de trouver un donneur sur le fichier, parce qu'il y en a trop peu. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller et essayer de typer les populations qui ont un peu moins accès qui sont un peu moins sensibles à ce type d'information. Je pense que s'il y a un message à faire passer pour le développement des fichiers, c'est celui-là. Parce que pour les gens d'origine caucasienne qui ont un typage HLA assez classique, on a assez de monde sur les fichiers, on va trouver quelqu'un de compatible. Par contre, pour quelqu'un qui a une origine un peu plus inhabituelle, on va avoir beaucoup plus de mal à trouver. Et c'est vrai que là-dessus, on aurait intérêt, parce qu'il y a quand même beaucoup de ces populations qui séjournent maintenant en Europe, aux États-Unis, et c'est vrai qu'on aurait vraiment intérêt à rendre l'accès au typage et à l'inscription sur les fichiers, ou même si c'est gratuit,
faut quand même que les gens puissent faire la démarche, ils soient sensibilisés. Ça interagit avec des thématiques sociales et sociologiques, hein, de toute façon. Alors sur l'allogreffe, pas forcément complètement pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui se développent en thérapie cellulaire. Vous avez peut-être entendu parler des CAR-T-cells, par exemple. On modifie donc, on va dire, la machinerie immunologique des lymphocytes T, et puis on leur permet de reconnaître les cellules tumorales, mais on est en autologue, hein, à ce moment-là, c'est les cellules du malade lui-même. Donc il y a des travaux qui sont en train d'être faits pour essayer de se faire des banques de lymphocytes T comme ça qu'on pourrait utiliser aussi. C'est des choses qui sont encore expérimentales. Il y a le développement de beaucoup d'anticorps monoclonaux aussi. Donc les anticorps bispécifiques, donc c'est pareil, c'est des anticorps qui sont capables de reconnaître la cellule malade d'un côté, reconnaître le lymphocyte T de l'autre et de les rapprocher en quelque sorte. Et du coup, le lymphocyte va boulotter, pour faire simple, la cellule tumorale. Hein, donc c'est toutes des techniques qui sont en train de se développer actuellement. Alors ça commence à bien se développer dans les pathologies lymphomateuses, dans les lymphos. Hein, commence à avoir des beaux succès et on se dit que c'est peut-être effectivement une technique qui remplacera la greffe. C'est pas encore le cas pour les leucémies aiguës myélomystiques. En plus, la greffe, ça peut aussi, on peut imaginer que ça puisse être le support de certaines thérapies géniques pour corriger des déficits immunitaires, des choses comme ça, d'autres maladies. Donc, ça va beaucoup bouger dans les années qui viennent. C'est un peu difficile de voir exactement dans quel sens, mais ça ne va pas être remplacé tout de suite.